Depuis quelque temps, l'Ukraine fait preuve d'une audace croissante en visant frontalement des cibles en Crimée, au point que ces attaques donnent l'impression d'un bras de fer assumé avec le Kremlin. Il faut dire que pour Poutine, cette péninsule n'est pas une simple parcelle de territoire, c'est son dernier rempart, le pilier symbolique d'une invasion qu'il tente désespérément de justifier. Si jamais Moscou devait en perdre le contrôle, ce ne serait pas uniquement une claque militaire, mais une véritable déflagration politique capable d'ébranler tout l'édifice du pouvoir russe. Consciente de cette vulnérabilité, Kiev s'emploie activement à sectionner les artères reliant la Russie à la Crimée. Ainsi, dès les premiers jours de juillet, une opération audacieuse a ciblé le pont de Kertch, cet ouvrage massif que les Russes considèrent presque comme sacré. Des drones sous-marins tels des projectiles autonomes ont été lancés avec précision contre les piliers porteurs dans une tentative de saper la structure à sa base. Car ce pont n'est pas un simple axe logistique, il est la fierté bétonnée de Poutine, une passerelle. Depuis quelque temps, l'Ukraine fait preuve d'une audace croissante en visant frontalement des cibles en Crimée, au point que ces attaques donnent l'impression d'un bras de fer assumé avec le Kremlin. Il faut dire que pour Poutine, cette péninsule n'est pas une simple parcelle de territoire, c'est son dernier rempart, le pilier symbolique d'une invasion qu'il tente désespérément de justifier. Si jamais Moscou devait en perdre le contrôle, ce ne serait pas uniquement une claque militaire, mais une véritable déflagration politique capable d'ébranler tout l'édifice du pouvoir russe. Consciente de cette vulnérabilité, Kiev s'emploie activement à sectionner les artères reliant la Russie à la Crimée. Ainsi, dès les premiers jours de juillet, une opération audacieuse a ciblé le pont de Kertch, cet ouvrage massif que les Russes considèrent presque comme sacré. Des drones sous-marins tels des projectiles autonomes ont été lancés avec précision contre les piliers porteurs dans une tentative de saper la structure à sa base. Car ce pont n'est pas un simple axe logistique, il est la fierté bétonnée de Poutine, une passerelle qui incarne l'annexion reliant le continent russe à la Crimée arrachée à l'Ukraine en 2014. Surprise, surprise. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas par le célèbre pont de Kertch que transite la majorité des équipements militaires russes. Non près des 3/4 de cette logistique colossale circule en réalité sur les rails. C'est précisément pour cette raison que le Kremlin tenait tant à sécuriser un corridor terrestre entre la Russie et la Crimée. Et devinez quoi, Kiev l'a bien compris. Aujourd'hui, ce ne sont plus les routes ni les ponts qui subissent les assauts ukrainiens, mais les lignes ferroviaires stratégiques elles-mêmes. Avant d'examiner plus en détail comment ces frappes ciblées s'inscrivent dans cette stratégie globale, posons-nous une question essentielle. Pourquoi une telle fixation sur la Crimée maintenant ? Eh bien, écoutons les explications d'un certain général américain Jack Keane qui nous éclaire sur les dessous de cette dynamique. Un tournant crucial s'opère aussi du côté ukrainien. Selon les échos directs que me transmettent plusieurs contacts bien placés, la récente décision du président de maintenir l'aide militaire et surtout d'armer l'Ukraine avec les très convoitées batteries patriotes a provoqué un regain d'énergie impressionnant sur le terrain. Ces systèmes indispensables pour neutraliser les missiles russes, véritables fléaux volants qui sèment la terreur depuis les airs, représentent un changement de jeu. Ajoutez à cela l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la Russie sous forme de sanctions musclées et de taxes douanières prêtes à tomber. Si Moscou continue son petit jeu, on comprend vite que le vent commence à tourner. Personnellement, je pense que plus le couperet tombe, tôt mieux c'est. Mais soyons lucides, même si la dynamique évolue clairement en faveur de Kiev, le chemin est encore truffé d'obstacles majeurs. Rien n'est joué, mais quelque chose a changé. Depuis quelque temps, un motif intrigant commence à se dessiner dans les actions ukrainiennes.
et il faut vraiment y prêter attention pour le saisir. C'est un certain Jason G. Smart, soit dit en passant, qui a été le premier à souligner ce détail troublant. Jetez un œil à cette carte, ce n'est pas anodin. Si vous suivez attentivement cette ligne jaune qui serpente sur le territoire, vous découvrirez qu'elle correspond précisément à l'itinéraire ferroviaire qu'utilise Moscou pour alimenter ses zones d'occupation en Ukraine. Ce circuit logistique bien huilé permet ensuite de répartir les ressources militaires dans toutes les régions sous contrôle russe, et oui, Crimée incluse. Ce n'est donc pas un hasard si les frappes ukrainiennes semblent si soigneusement coordonnées. Elles ne visent pas n'importe où, mais s'attaquent là où ça fait mal au cœur des flux d'approvisionnement. Certes, le pont de Kerch joue toujours un rôle dans les mouvements de troupes, mais il serait naïf d'oublier que la grande majorité, environ 70% du matériel militaire russe, passe par les chemins de fer. Voilà pourquoi frapper les carrefours ferroviaires n'a rien d'un hasard, c'est une manœuvre chirurgicale pour étrangler petit à petit la logistique ennemie. Et avec chaque coup porté à ces points névralgiques, ce sont les lignes de front russes qui perdent en souffle. Il suffit de se rappeler cette phrase aussi simple que redoutablement vraie. Ce ne sont pas les soldats qui gagnent la guerre, c'est l'intendance. C'est exactement là que l'Ukraine concentre ses efforts, couper les vivres, bloquer les munitions, ralentir les renforts, bref, priver l'armée russe d'oxygène là où elle en a le plus besoin. Évidemment, l'enjeu est titanesque, mais cela n'empêche pas l'Ukraine de poursuivre méthodiquement sa stratégie. La nuit dernière en est une preuve de plus, une nouvelle offensive a mis à mal plusieurs convois ferroviaires russes, provoquant un effet domino sur tout le réseau logistique. Selon un rapport diffusé ce matin, des drones ont ciblé de nombreuses zones sur l'ensemble du territoire russe. À Volgograd, comme dans une douzaine d'autres régions, les détonations ont retenti dans le silence nocturne. Même la Crimée occupée n'a pas été épargnée. Moscou, sans surprise, affirme avoir intercepté pas moins de 419 drones, un chiffre qui semble un peu trop précis pour être honnête. Pendant ce temps, à l'aéroport de Pulkovo, plus de 70 vols ont été cloués au sol ou fortement ralentis. Côté ferroviaire, la gare de Zvovoto, dans la région de Volgograd, a été paralysée officiellement à cause de débris de drones. Des images sur place montrent d'épaisses volutes de fumée s'échappant près des voies, tandis que plusieurs trains longue distance ont été bloqués durant des heures. Bref, une nuit mouvementée que le Kremlin aurait bien aimé éviter. Et là, tenez-vous bien, j'ai une anecdote absolument croustillante à vous partager, vous allez adorer. Les chaînes officielles russes sont dans tous leurs états à cause des attaques de drones lancées par l'Ukraine. Et non, ce n'est pas parce que les infrastructures militaires sont touchées. Pas du tout. Kiev, fidèle à sa ligne, vise exclusivement des cibles stratégiques, à la différence de la Russie qui, elle, bombarde sans complexe les zones civiles. Alors pourquoi tant de colère dans les médias russes ? Simple, ce sont leurs avions personnels qui ne peuvent plus décoller. Résultat, des élites frustrées, des journalistes furibonds et des réactions à la télé d'une absurdité presque comique. Mais avant de plonger dans ce grand théâtre d'hypocrisie, laissez-moi vous raconter un autre épisode, tout aussi fascinant, celui de Russes ordinaires, qui commencent eux aussi à tourner le dos à Poutine. Comme si les drones ukrainiens ne mettaient pas déjà assez le feu au Kremlin, voilà qu'une partie de la population russe commence elle aussi à se rebeller contre son propre régime. Oui, vous avez bien entendu, des citoyens russes écœurés par cette guerre absurde passent à l'action et sabotent délibérément les infrastructures logistiques de leur propre armée pour soutenir l'Ukraine.
D'après un rapport récent des partisans pro-ukrainiens, on fait sauter plusieurs tronçons de voies ferrées dans la région de Volgograd, ainsi qu'en Crimée occupée. Sur les images que vous voyez à l'écran, on distingue clairement l'explosion provoquée par l'opération. Ces résistants affirment avoir détruit un relais de commande essentiel, le système qui contrôle la circulation et les communications ferroviaires, dans le dépôt de locomotives Maxim, un nœud clé du réseau logistique russe. Un sabotage chirurgical, précis et diablement efficace. Ce point de passage ferroviaire représente une artère vitale dans l'acheminement des ressources vers les lignes de front sud et est de l'Ukraine. On parle ici de carburant, de munitions, d'équipements lourds et de troupes. En s'attaquant à ce carrefour stratégique, les partisans ont cherché à briser l'efficacité de l'artillerie russe en coupant l'arrivée des obus et en réduisant la fréquence des frappes. D'après leurs propres déclarations, le dysfonctionnement causé au système de relais a provoqué un effet domino, ralentissement massif de la circulation ferroviaire logistique désorganisée, déploiement militaire retardé et ravitaillement en munitions, interrompu sur plusieurs points chauds du front. Leur message est clair, chaque opération vise le moteur même de la guerre russe en Crimée. Pas de demi-mesure, pas d'improvisation, tout est calculé chirurgical et implacable. Les saboteurs ne se sont pas arrêtés là, ils auraient également pris pour cible un relais de commande situé dans le district de Lénine, non loin de Youvoro. Résultat, un segment crucial du réseau ferroviaire a été mis hors service, précisément celui qui relie le fameux pont de Crimée, à un couloir logistique stratégique essentiel pour maintenir le lien entre la péninsule et le reste du territoire russe. Cette action ciblée a considérablement perturbé le flux des approvisionnements militaires à destination des zones de combat. Et lorsqu'on met cela en perspective avec les récentes pertes enregistrées par l'armée russe sur la ligne de front, on comprend à quel point ces frappes ont fait mal. Si je devais miser, je parierais sans hésiter que les ennuis de Vladimir Poutine en Crimée ne font que commencer. Ce n'est qu'un avant-goût. Et voilà la cerise sur le gâteau, un collectif de hackers visiblement très bien renseignés est parvenu à infiltrer les systèmes informatiques du gouvernement de Crimée et à en extraire la bagatelle de 100 téraoctets de données confidentielles. Oui, vous avez bien entendu. 100 téraoctets. Une quantité hallucinante et pas de simple courriel anodin, on parle ici de documents hautement sensibles que Moscou aurait préféré voir brûler plutôt que tomber entre des mains ukrainiennes. D'après les informations disponibles, l'opération a été orchestrée par les experts en cyberdéfense du renseignement militaire ukrainien. Leur assaut numérique d'une ampleur redoutable s'est étendu sur plusieurs jours consécutifs et a tout bonnement mis à genoux l'infrastructure digitale de l'administration russe en Crimée occupée. Silence radio du côté du Kremlin. L'opération s'est ouverte sur une attaque DDoS d'une intensité rare assez puissante pour plonger l'administration criméenne dans le noir complet. Les sites officiels hors ligne, les serveurs paralysés, et au même moment, un vent de panique soufflait sur la péninsule, tandis que les techniciens tentaient désespérément de comprendre d'où venait la panne. Sauf qu'il était déjà trop tard. Pendant que les autorités s'agitaient, les pirates ukrainiens avaient pris le contrôle des messageries électroniques gouvernementales. Et ce n'était que le prologue. Résultat, 100 téraoctets de données subtilisées des infrastructures numériques réduites en miettes et un accès total offert aux renseignements militaires ukrainiens. En l'espace de 48 heures à peine, ils avaient aspiré plus de 100 toux de documents classifiés, dont plusieurs estampillés top secrets contenant des informations critiques sur les installations militaires et surtout les plans logistiques d'approvisionnement des troupes russes
du travail d'orfèvre numérique. Lorsque l'opération a touché à sa fin, les agents du renseignement ukrainien ont frappé un grand coup tous les serveurs administratifs contrôlés par les forces d'occupation, qu'ils soient régionaux ou locaux, ont été méthodiquement pulvérisés. Résultat. Plus aucun accès aux fichiers internes, bases de données effacées et communications officielles réduites au silence. À Moscou, c'est la panique. En Crimée, c'est la débâcle numérique. Autant dire que ce n'est que le début. Des frappes supplémentaires sur la péninsule et contre les troupes russes stationnées sur place sont non seulement probables, mais presque inévitables. Et justement, vous vous souvenez des images en ouverture de cette vidéo, elles ont été filmées en Crimée occupée. Ce que vous voyez là, ce sont des systèmes de défense anti-aérienne russes, enfin ce qu'il en reste. Et le plus ironique, sur toute la séquence, un seul drone est abattu, pendant qu'au moins une dizaine d'engins pénètrent tranquillement l'espace aérien sans être inquiétés. Une démonstration d'impuissance filmée en direct. Jetons maintenant un coup d'œil de l'autre côté du miroir, au cœur même de la Russie. Si vous avez suivi nos précédentes vidéos, vous savez déjà que Kiev a intensifié ses frappes audacieuses directement sur le sol russe et pas n'importe où. Moscou et Saint-Pétersbourg, les deux joyaux du pouvoir russe, sont désormais sur la ligne de front des drones ukrainiens. Résultat, des vagues d'annulation de vols pendant plusieurs heures d'affilée, laissant des foules entières coincées dans les terminaux d'aéroports. Précisons bien une chose, contrairement à Moscou, qui bombarde aveuglément des quartiers résidentiels à Kiev, l'Ukraine ne cherche pas à toucher des cibles civiles. Pas d'immeubles d'habitation, pas d'attaques sur des aéroports commerciaux. Ce que visent les Ukrainiens, ce sont des infrastructures stratégiques, des usines d'armement, des entrepôts logistiques, ou encore des centres qui servent à faire circuler l'équipement militaire russe. Mais voilà, dès que ces oiseaux mécaniques apparaissent dans le ciel, la réglementation aérienne russe s'affole, plus rien ne décolle. Le ciel russe cloué au sol par la simple présence de quelques drones. Incroyable, ça sonne presque comme une comptine. Mais pour les voyageurs russes, ce n'est franchement pas une chanson joyeuse. J'ai sorti ma calculette, bon, je vous l'accorde. Je ne suis pas un expert en statistiques. Et d'après mes petits calculs, près de 10% des vols sur le territoire russe ont été annulés rien qu'hier. Conséquence directe des frappes ukrainiennes. Et ce n'est pas juste un détail logistique, c'est un véritable pavé dans la mare notamment, pour les élites russes, qui rêvent de maintenir leur petit confort comme si de rien n'était. Ces privilégiés veulent faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, que l'absurde aventure militaire lancée par Poutine en Ukraine n'existe pas. Ils souhaitent vivre dans leur bulle en mode business as usual. Sauf que, voilà, cette bulle, elle éclate. Résultat. On les entend maintenant se plaindre à la télévision d'État, évoquant même un possible effondrement du régime. Et devinez quoi ? C'est précisément ce que Kiev espère provoquer. Allons, tendons l'oreille un instant et plongeons dans les lamentations lyriques de la propagande d'État russe. L'Ukraine et ses alliés tous pareils. Leur seul but, c'est de semer le trouble chez nous. Pourquoi faut-il qu'ils transforment nos aéroports en champs de bataille ? Et pile, pendant les vacances d'été en plus, et ces attaques de drones. Je ne compte même plus combien ont été envoyés sur Sotchi, ou même sur la Syrie cette semaine. Franchement, quel site militaire pourrait bien exister là-bas ? C'est juste une école gigantesque, voilà tout. Mes gosses, pendant que j'étais coincé à Moscou, ont dû passer la nuit sur le carrelage du couloir. Ils étaient 9, mes 3 enfants, 2 neveux, qu'on élève comme les nôtres, sans oublier les filleuls, et quelques cousins venus profiter de l'été. Tous entassés par terre sans un lit. Mais pourquoi ? Quelle tactique peut justifier cela ? C'est quoi l'idée là ?
En réalité, tout ça, c'est fait pour manipuler ceux qui jusqu'ici restaient à l'écart de la politique, qui n'avaient jamais vraiment pris position. Il y en a beaucoup et je ne les juge pas, hein. Chacun son truc, mais ce que veulent ces attaquants, c'est retourner ces gens-là. Les faire passer du côté opposé. Les pousser à croire que leurs vacances à la plage comptent plus que l'avenir du pays et que le Donbass, eh bien, ce n'est plus leur affaire. Le futur dont ils parlent. Il passe par la réussite de cette fameuse opération militaire spéciale. Et pour que ce futur se réalise, il faut, paraît-il, s'habituer à quelques sacrifices, que les enfants dorment parfois dans les couloirs, que les avions restent cloués au sol, et que les vacances soient de temps en temps rayées du calendrier. Leur véritable stratégie, c'est de nous faire imploser de l'intérieur, de provoquer une autodestruction lente, comme ce fut le cas, et ils le rappellent eux-mêmes, à 2 reprises durant le XXe siècle, au commencement et à la fin. Pendant ce temps, le décor s'effrite. L'économie russe s'affaisse lentement, mais sûrement sous le poids des conséquences. Et voici que les élites députées et ministres inclus dévoilent sans phare leurs intentions faire taire la moindre voix critique. Désormais, ce n'est même plus dissimulé. C'est écrit noir sur blanc. Toute personne qui ose émettre une remarque négative sur un service ou un produit made in Russia mérite d'être puni. Oui, c'est bien ce que stipule noir sur blanc la nouvelle proposition de loi. Fini les masques, bonjour, la censure assumée. Voilà où on en est. Et voici le reportage. Il faut croire que les députés russes ont découvert une passion grandissante pour interdire tout ce qui bouge. Selon les dernières infos de Komsomolskaya Pravda la Douma, envisage à présent d'introduire des amendes contre ceux qui auraient l'audace de dénigrer les produits ou services made in Russia. À l'origine de cette proposition, le député Nikolai Novitkov. Selon lui, toute déclaration publique qui oserait suggérer que les fabricants russes ne sont pas à la hauteur de leurs concurrents étrangers pourrait être qualifiée de discréditation. Mais attention, nuance-t-il, si la critique est argumentée, détaillée et ciblée, pas de souci. Dire « toutes les saucisses russes sont mauvaises », blasphème. En revanche, dire que cette saucisse achetée à telle adresse était immangeable à cause de son goût douteux. Acceptable à condition d'expliquer pourquoi elle donne envie de fuir. Andrei Kartapov, représentant de l'association des commerçants de détail, s'interroge sérieusement. On dirait qu'on veut bâillonner tout